Pour moi, l'IA est un sport d'équipe. Ce qui est important, c'est d'embarquer aussi tous les métiers pour qu'ils deviennent AI first, enfin, qu'ils aient vraiment ce réflexe de penser IA. Je pense que l'adoption IA, elle sera terminée quand on arrêtera de parler d'IA. Dans ce que vous dites, moi j'entends pas beaucoup d'IA, j'entends beaucoup de transformation, j'entends beaucoup d'humains, j'entends beaucoup de réflexion sur l'avenir. 2026, ça va être l'année du process design. Hello Edith, hello Siddhartha, je suis ravi de vous avoir avec nous sur ce nouvel épisode de AI Corner. Aujourd'hui, on va parler adoption IA et stratégie d'implémentation pour devenir un leader de l'IA. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer? Qui est-ce qui veut commencer? Je peux commencer. Merci Super. beaucoup Thomas pour l'invitation. On est ravis d'être là avec Edith. Donc, je m'appelle Siddhartha, je suis Chief Data and AI Officer du Club Med depuis 3 ans et demi. Et j'ai le plaisir d'animer la stratégie data, IA, notamment IA générative et maintenant agentique. Avant, j'ai travaillé chez Aéroports de Paris en tant que CDO aussi. Et ça fait presque 10 ans, 15 ans que je travaille dans l'intelligence artificielle et la data. Très beau métier, merci. Ouais, super. Bonjour Thomas. Bonjour. Moi aussi, je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je travaille au Club Med depuis 8 ans. Depuis 3 ans dans l'équipe data et intelligence artificielle. Je suis responsable des process et de la stratégie d'automatisation des process avec l'IA. Et je suis responsable aussi de l'acculturation des collaborateurs au sujet de l'IA. Et j'ai un background d'ingénieur. Et j'ai travaillé donc dans l'ingénierie et dans l'industrie avant d'arriver au Club Med. Super. Bah, écoutez, moi je trouvais intéressant qu'on se parle tous les trois. C'est un nouveau format aussi pour moi, donc je vais tâcher d'être un bon speaker. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez des profils super complémentaires. On en parlait un petit peu en off, qui alignent en fait la vision et l'efficacité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, peut-être je vais me tourner vers toi, Siddhartha, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi l'IA générative, c'est un game changer et comment finalement Club Med a voulu un peu appréhender ce sujet-là? Donc, IA générative est arrivée en 2023 avec l'arrivée de ChatGPT, que vous connaissez, tout le monde connaît, l'application avec une croissance, le plus grande croissance dans l'histoire de la technologie. Et pour nous, très rapidement, avec l'arrivée de cette technologie, on a compris son impact sur notre secteur, mais aussi tous les secteurs. Et on a très vite compris que cette technologie aura un impact très important, à la fois pour nos clients, parce que nos clients, ils vont baigner dans cette technologie, et pour nous, vis-à-vis la façon de travailler et nos processus internes, il y aura un impact important. Et du coup, c'est là, en fait, on a changé notre approche d'être où on était avant un smart adopter, c'est-à-dire qu'on regardait autour de nous comment les gens ils adoptaient la technologie, notamment les nouvelles technologies, et ensuite on les considérait. Mais avec IA générative et des large language models, on s'est dit on ne peut pas attendre. Attendre, ça veut dire perdre. Ça va être trop tard parce que la technologie avance très rapidement et il y a un niveau de maturité qu'on n'a jamais vu avant. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre et creuser un peu, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir cette flexibilité décisionnelle, parce que c'est quand même fort de passer de smart adopter à leader sur une technologie. Quand on est un grand groupe comme Club Med, il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a plus d'inertie. C'est pas facile d'emmener tout le monde. J'imagine qu'avec le leadership, c'est pas non plus facile d'arriver de dire il faut qu'on change tout. Comment est-ce qu'on arrive à cette prise de position qui est très très forte que vous avez eue sur l'IA générative et les agents? Mais c'est une très bonne question. Évidemment, tout le monde n'a pas besoin d'être un early adopter ou un pionnier. Chez nous, on a eu la chance qu'on a pu très vite itérer autour de cette technologie et montrer en fait des valeurs concrètes. Et on a eu très vite aussi le sponsorship de Comex. Donc, avec ce sponsorship et un mandat pour avancer, c'était une très belle opportunité justement à aller plus loin. Ça, c'est un pattern que je vois dans toutes les entreprises qui ont pris le sujet en main, c'est qu'il y a eu un sponsorship du COMEX.
Et souvent, c'est là où ça peut un petit peu, c'est là où il peut y avoir un manque. Mais quand il y a un sponsorship du COMEX, ça permet de donner une vision et c'est là où ça avance. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. En parlant de cette vision, donc il y a la vision de vouloir devenir un leader AI. On en parlait un peu en off, vous avez des rôles complémentaires. Toi, Edith, qui va être un peu plus sur les process, la mise en place, une fois qu'on s'est dit, bon, on veut être un leader, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place en fait? Alors justement, on a cette approche où on a le sponsorship du COMEX, on a la vision qui est partagée avec tout le monde. Et ce qui est important, c'est de la compléter par la vision du terrain. Donc vraiment embarquer aussi tous les métiers pour qu'ils deviennent AI first, enfin, qu'ils aient vraiment ce réflexe de penser IA et d'intégrer l'IA dans leur métier. Donc ça passe par l'acculturation, la sensibilisation, la démystification. Et leur expliquer donc, comment l'IA peut les aider dans leur quotidien, leur démontrer la valeur de ce que ça peut leur apporter. Donc vraiment commencer aussi par des petits succès qu'on peut communiquer et qui peuvent justement faire montrer les preuves de comment ça marche et partir vraiment du besoin. Donc travailler avec eux pour s'assurer qu'on répond vraiment à des problématiques métiers et qu'on n'est pas là pour faire de l'IA juste parce que c'est une tendance aujourd'hui, et vraiment s'assurer que ça apporte de la valeur par rapport à leur process actuel. Et donc partir de leur point de douleur et essayer d'imaginer avec eux comment l'IA peut améliorer leur quotidien. Donc quelque chose de plutôt bottom-up, basé sur leurs besoins, sur les besoins de terrain. Et comment est-ce qu'on met ça en place concrètement? C'est beaucoup de workshops, de formations, parce que quand on a un groupe aussi grand que celui du Club Med, j'imagine qu'il y a plein de complexités. Donc comment est-ce qu'on arrive derrière à mettre tout ça en place? Oui, ça passe par beaucoup de gouvernance et Ouais. une vraie structure, un vrai framework à mettre en place. Donc déjà, on a créé une communauté, un réseau IA aujourd'hui sur lequel on peut se reposer. Ok. Euh, Combien de personnes à peu près? donc pour l'instant, on a à peu près 150 personnes, mais sur Génial. différents rôles. Donc on a des rôles d'ambassadeurs qui sont vraiment des relais auprès de leurs équipes pour acculturer, pour sensibiliser, pour nous remonter aussi les besoins et les questions. On a aussi d'autres rôles qu'on appelle process designer. Donc, c'est vraiment eux qui vont être experts de leur process et qui vont les cartographier, les documenter. Donc, déjà, pour eux, c'est un énorme asset. Pour l'entreprise aussi, c'est un énorme asset stratégique. Ça permet de prendre du recul par rapport à nos méthodes existantes et de les réimaginer pour plus d'efficacité et pour voir comment l'IA ou d'autres solutions aussi peuvent les aider à être plus efficaces. Et donc, Pardon, je te laisse terminer. non, mais du coup, ce réseau-là, c'est justement nos relais auprès des métiers pour réaliser cette ambition. Moi, je veux bien qu'on s'attarde un peu sur les process designers pour plusieurs raisons. Premièrement, si on fait un process designer, ça veut dire qu'on s'intéresse plus à la problématique qu'à l'IA en elle-même, et je trouve que c'est très bien. Et deux, c'est quelque chose qu'on voit pas suffisamment, je pense, parce que souvent, les gens vont vers la solution finale. Et donc, j'aimerais bien, peut-être, je reviendrai vers toi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un process designer et pourquoi c'est important d'avoir des process designers quand on veut implémenter l'IA dans son entreprise? Donc, le concept du process designer, ça vient notamment avec l'arrivée d'Agentic IA. Parce qu'en 2023 et 2024, on a eu l'émergence des LLM, donc les chatbots. Et ensuite, en 2025, c'est vraiment l'Agentic IA, qui est une évolution assez classique des LLM. Et cette technologie est vraiment disruptive parce que, pour toutes les raisons, la capacité à réaliser des tâches. Et du coup, quand on a un outil ou une telle technologie en face de nous, en fait, nos entreprises ne peuvent plus opérer de la façon qu'ils opéraient avant. C'est-à-dire que les outils, les méthodes
Parce que l'IA générative, en fait, ce n'est pas un changement de technologie, c'est un changement de méthode. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse comment notre entreprise devrait fonctionner, comment les métiers devraient fonctionner. Et du coup, et ça fait partie aussi de propositions de valeur du Club Med vis-à-vis ses collaborateurs pour les aider aussi à monter en compétences. Donc, on essaie de mélanger en fait une approche qui est top-down et un bottom-up. C'est-à-dire top-down, on va essayer de travailler une stratégie, l'impact de l'agentique IA sur nos processus. En revanche, on va acculturer et monter en compétences des experts métiers dans la finance, dans le RH, dans le commercial, pour comprendre les principes de lean management, mais aussi d'agentique IA, et ensuite eux-mêmes cartographier leur travail, leur processus, et imaginer le futur processus avec l'agentique IA intégré dedans. Moi, je trouve ça hyper primordial parce que c'est bien beau de parler d'IA, mais en fait, si jamais moi j'arrive en tant qu'individu dans mon entreprise à gagner en productivité et mon voisin et mon manager, en fait, finalement, on voit bien que ça va avoir un impact sur tout le processus managérial et sur toute l'organisation. Et donc, si j'ai un process manager, bah, il va m'aider à pouvoir identifier les processus qui peuvent être éligibles à l'IA et qui vont être finalement délégués à l'IA, et ceux sur lesquels moi je vais pouvoir me reposer, parce que c'est des processus qui sont plutôt éligibles à l'empathie humaine, la stratégie, la créativité. Et donc finalement, on redéfinit tout le process managérial et tout l'organigramme. Et j'ai l'impression que c'est Oui. quelque chose qui, pour moi, que c'est une nécessité, parce que si on se projette un peu, il faut qu'on passe par là, il faut revoir la façon de son travail. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens ne le font pas assez. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est une bonne initiative. Oui, et puis il y a un changement de paradigme et une perspective qui est difficile à prendre en compte que ces outils, l'agentique, c'est comme des collègues. En fait, comme ils ont cette capacité à réaliser en autonomie un certain nombre de choses, et du coup, il ne faut plus les voir comme des outils, des moyens. Il faut commencer à les réfléchir comme des partenaires, des collègues. Et ça, c'est un changement de mindset radical. C'est-à-dire que maintenant, il faut que je considère des agents, des agentiques, non seulement comme des moyens, mais comme des partenaires. Et du coup, comment je peux les intégrer en fait dans mon quotidien pour mes bénéfices et aussi de mes clients. Bien sûr. Tu vois. Et c'est complexe parce que la technologie est encore en train de développer. En fait. Tout ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Ouais, bien sûr. En revanche, on ne peut pas travailler avec l'état de l'art. En fait, il faut réfléchir 6 mois en avance. C'est ça qui est compliqué. Et ça, c'est très compliqué. Il y a un Oui. changement de technologie, de paradigme. Et il faut travailler en fait presque dans le futur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des choses aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne vont pas fonctionner aujourd'hui, mais dans 3 mois, ça va être une réalité. Il y a quelque chose qui m'a vraiment percuté dans ce que tu as dit, c'est il ne faut pas regarder les cas d'usage, il faut regarder les process. Et ça, j'ai l'impression que c'est l'erreur numéro 1 que tout le monde fait, de partir cas d'usage par cas d'usage. Non pas que ça soit mal, mais ce recul dont tu parles, d'être capable de voir plutôt de façon holistique tout le process, en fait, ça demande beaucoup de maturité. Ça demande de mettre en place tout un tas de nouvelles choses, de process designer. Et donc, organisationnellement, ça demande, déjà, il faut avoir le mandat au niveau du COMEX pour le faire, mais ça demande beaucoup de moyens. Comment est-ce qu'on le met en place concrètement et peut-être aussi, vous pouvez nous parler des résultats que vous avez pu avoir. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Oui, bien sûr. Mais les cas d'usage sont importants et nous, on a aussi démarré avec Edith et avec toute l'équipe avec des cas d'usage parce que les cas d'usage sont importants pour prouver la valeur et pour faire des preuves. Mais il ne faut pas s'arrêter en fait à des cas d'usage. Et rien que pour sortir des cas d'usage, il faut des méthodes très robustes. En revanche, un cas d'usage est juste potentiellement une étape ou quelques étapes d'une histoire en fait qui est beaucoup plus longue. C'est vrai que c'était une approche progressive parce que déjà, il fallait convaincre de la valeur d'abord de prouver, l'IA. ouais. Voilà, prouver le succès, prouver la valeur, acculturer, partir de cas d'usage, mais qui répondent aux besoins aussi des métiers. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi commencé à mettre en place cette approche produit pour vraiment penser du besoin avec les métiers et monitorer aussi l'usage et qu'on est aussi en phase avec les objectifs qu'on s'est fixés au début avec les métiers
et itérer si on n'était pas aligné avec les KPI qu'on s'est fixés et s'assurer à la fin de l'adoption au niveau des métiers pour être sûr qu'on n'est pas en train de délivrer des produits qui vont rester sur étagère. Et donc là, on commence à penser au process pour remonter encore plus haut au niveau de l'existant et aider les équipes à vraiment prendre du recul aussi par rapport à leur process existant et les aider à réfléchir aux solutions qui peuvent être autre chose que IA. Merci. Je vais en reparler hier soir. En fait, je pense que l'adoption IA, elle sera terminée quand on arrêtera de parler d'IA. En fait, on se pose beaucoup dessus, et puis en même temps, c'est passionnant, la technologie. Mais dans ce que vous dites, moi, j'entends pas beaucoup d'IA, j'entends beaucoup de transformation, j'entends beaucoup d'humains, Ouais. j'entends beaucoup de réflexion sur l'avenir, avec l'IA qui est finalement un moyen de ça, et pas l'autre, et pas autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et est-ce que vous pourriez parler un peu, justement, tu disais tout à l'heure, il n'y a que 5% des projets IA qui arrivent en production. C'est quoi vos résultats à vous? Qui Nous, veut prendre le sujet? moi, je peux te partager. On a une approche. Donc, c'était avec notre expérience première année, on a très vite compris l'innovation est extrêmement importante. Donc, il faut innover, il faut tester, il faut pousser des frontières. En revanche, quand il s'agit des projets ou des cas d'usage ou des process ou peu importe, il faut le prendre très sérieusement. Et c'est là, Edith pourra élaborer en fait la méthode qu'on a mis en place. Mais on ne lance pas une initiative en IA ou IA générative tant qu'on n'est pas totalement convaincu, qu'on n'a pas rassuré la conduite du changement autour, qu'on n'a pas s'aligné en fait les parties prenantes. Et après, parfois, on va aussi signer des contrats internes avec nos parties prenantes parce que souvent, les attentes au début changent. Plus Bien tard, sûr. plus tard pour plusieurs raisons. Donc, avec cette approche, aujourd'hui, on a environ dizaines des agents IA et puis des cas d'usage qui sont en production, qui fait environ 83% de taux de conversion en production. Disons, sans initiative, on a 83% qu'on arrive à mettre en production. Et ensuite, autour, on va tester plein de choses, mais dans une approche bac à sable ou innovation, sandbox. Et c'est justement parce qu'on a réussi à mettre en place cette structure, ce framework et cette gouvernance entre nous, équipe data, IA, et les métiers d'une part, et les équipes architecture, technique d'autre part, qu'on arrive à passer de ce mode sandbox à un mode de production et qu'on arrive à s'assurer qu'on est vraiment sur les enjeux stratégiques et sur les besoins métiers. C'est qui justement les parties prenantes de la gouvernance? Qui doit être assis à la table quand on décide tout ça? Il y a beaucoup de profils, beaucoup de métiers. C'est pour ça, c'est aussi là que ça devient intéressant. C'est qu'on fait parler plein d'univers. Et c'est aussi notre rôle, justement, notamment avec l'approche produit qu'on a commencé à mettre en place, c'est de pouvoir traduire les besoins métiers pour les besoins techniques et les besoins de l'IA. Et donc, on a tout ce réseau qu'on est en train de mettre en place entre des experts dans leur domaine, donc ils vont vraiment représenter le métier et s'assurer qu'on est sur les vrais enjeux, et s'assurer qu'ils ont la vision globale pour être scalable. On a donc toutes les équipes techniques qui vont s'assurer donc en termes d'environnement, d'architecture, qu'on est aussi sur quelque chose de réplicable et quelque chose de bien structuré et qui peut être vraiment mis en production. On a les équipes expertes côté IA. Et après, on a aussi, bien sûr, toutes les fonctions support, par exemple les fonctions légales. On a aussi un comité éthique qui nous aide à prendre les bonnes décisions, à prendre aussi en considération tous les aspects aussi sur les sujets IA. Et avec le professeur Jean-Gabriel Ganassia qui préside ce comité. Donc, Jean-Gabriel Ganassia, il est professeur d'IA depuis 40 ans, ou il travaille dans l'IA depuis 40 ans quand le mot IA n'existait même pas, ou des gens ne le croyaient pas du tout. Donc, lui, c'est à la fois un expert en IA, mais aussi les sujets d'éthique de numérique. Et c'est aussi un philosophe.
Donc on a un comité avec lui et les autres parties prenantes, soit le juridique, RSSI, les gens qui développent l'intelligence artificielle. Et après, tous les 3 mois, tous les quarters, on va prendre une liste des sujets et ensuite on va discuter des aspects, pas que compliance, mais aussi philosophique et l'éthique, pour chaque fois faire en sorte que les initiatives ou les idées sont s'alignées avec nos valeurs du Club Med. Et du coup, on a publié une charte éthique avec nos principes de transparence, non-discrimination, etc. sur notre site web, en anglais et en français. Donc, les auditeurs, s'ils veulent, ils peuvent aller sur notre site web et vont retrouver une charte éthique. Public, charte éthique, ouais. Nous, on dit souvent, faire de l'adoption IA, c'est construire des fondations sur du sable mouvant. Parce qu'en fait, ça fait que bouger. Je viens de prendre Copilot, en fait, finalement, c'est ChatGPT, etc. Mais en même temps, si on ne le fait pas, on ne construit pas sa courbe d'adoption. Si on attend que le sable mouvant soit parti, que ça soit solide, les gens, ils ont pris 2 ans d'avance. Donc, il faut être agile, en fait, être capable de tester, de casser, de refaire. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces cas d'usage. On a compris un peu la vision du Club Med, d'être plus vers l'humain, le client, d'être très efficace. Concrètement, tout à l'heure, vous disiez que vous avez eu plein de cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être quelques-uns, peut-être sur le terrain, des choses qui sont mises en place aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, le premier exemple, c'était le premier cas d'usage d'ailleurs qu'on a mis en production avec l'IA générative. C'est notre chatbot GM Copilot qu'on a mis à disposition de nos clients. Donc, on est parti du constat qu'on a beaucoup de clients qui appellent nos agences et nos call centers pour poser des questions sur des informations de niveau 1 sur nos resorts, des informations qu'ils pourront trouver sur le site internet, mais qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils ne font pas forcément l'effort d'aller chercher. Et c'était notamment d'ailleurs au Brésil où ils sont très orientés WhatsApp et ils ont ce besoin d'avoir la réponse assez rapidement. Et donc on est parti de ce besoin de pouvoir apporter la réponse à nos clients rapidement et soulager nos équipes en call center pour les aider à se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment les réservations, la gestion des dossiers. Et donc, on a mis en place ce chatbot basé sur l'IA générative qui donc vient apprendre de notre base de données sur nos informations resorts et répondre aux questions de nos clients. Et on l'a testé au Brésil sur WhatsApp et on a eu des résultats très positifs et on l'a déployé après sur 13 marchés. Et on l'a même généralisé sur d'autres périmètres. Donc là, on propose 2 autres agents dans ce produit GM Copilot, donc un qui répond aux devis aussi, qui donne des prix aux questions des clients, et un autre qui est un moteur de recommandation aussi par rapport à des questions un peu plus ouvertes des clients sur des destinations. Et donc là, on est passé justement à une architecture agentique sur ce produit. Et on a des résultats très encourageants et très satisfaisants d'automatisation. Donc, on était déjà à 32% d'automatisation des conversations. Et là, avec l'architecture agentique, on est plutôt à 40%. Incroyable. Tu peux un peu expliquer ce que c'est qu'une architecture agentique? Je pense que ça peut être super intéressant que tu creuses un peu ce sujet-là. Alors, je vais essayer donc de l'expliquer d'une manière vulgarisée. C'est pas si facile, justement, c'est pour ça, là, l'exercice, c'est pas facile, mais je pense que tout le monde essaie de faire des architectures agentiques et je vois que vous avez vraiment mis en place des choses, justement, peut-être même en simplifiant au maximum. Qu'est-ce que c'est vraiment une architecture agentique? Oui, ce sont des agents qu'on va faire parler entre eux pour essayer de répondre à une tâche complexe. Donc, chaque petit agent va faire une tâche simple. Mais quand ils vont se parler entre eux, on va pouvoir répondre à une tâche et à une demande beaucoup plus complexe. Et c'est justement cette orchestration entre les différents agents qui représente donc cette architecture agentique. L'orchestration qui est clé, et ensuite à l'intérieur, ils ont chacun un rôle. Il y a différents modèles d'orchestration, il y a des choses qu'on appelle LLM as a judge, où en fait il y a un orchestrateur qui vérifie si ça a bien été fait. Et en fait, tout ce monde, il est passionnant parce que c'est basé sur les avantages et les inconvénients de la technologie. Par exemple, on sait que les modèles d'IA, ils sont meilleurs pour détecter des erreurs que pour ne pas les faire.
Donc, du coup, l'orchestrateur, il va vérifier ça plutôt que de pas en mettre. Et tout ça, c'est l'innovation au service de la performance à la fin. L'agentique, il est aussi inspiré des architectures microservices, où on développait des petits modules, des logiciels pour faire un certain nombre de choses. Et du coup, là, ici, dans notre architecture, on va développer, Edith, elle a parlé des différentes typologies de questions que des clients ils posent. Ils posent des questions vraiment de bas niveau, normal, sur le prix, sur le produit. Et ensuite, ils demandent aussi des recommandations assez simples sur les resorts. Parce qu'ils ne connaissent pas notre produit, il faut les expliquer. Donc, avant, on a démarré avec un agent spécialisé pour chacun de ces tâches ou des besoins. Avec une architecture plutôt sophistiquée. Mais dans une architecture agentique qui change, c'est cette nouvelle couche d'orchestration. Donc, il y a un super agent qui est comme un chef de projet avec ses salariés, des petits agents qui sont spécialisés pour une tâche donnée et qui savent aussi manipuler des données et des systèmes liés pour exécuter cette tâche. Et ensuite, tout ça, ça remonte côté orchestrateur qui va mettre en perspective et en contexte les différentes informations qu'il obtient de ces agents différents, spécialisés, afin de résoudre un problème plus gros. Et donc, pour JM Copilot, ça nous a aussi aidé à simplifier le parcours pour les clients. Parce qu'avant, ils devaient cliquer en fait un bouton SVI pour solliciter un agent spécialisé. Aujourd'hui, dans une conversation de WhatsApp, peu importe la question, l'orchestrateur, il s'est routé vers l'agent spécialisé. Et c'est là où l'humain est important parce que l'IA, c'est un système probabiliste, mais l'orchestration, c'est déterministe. C'est l'humain qui crée l'orchestration et qui crée l'organisation des agents. Donc, c'est là où cette orchestration, elle doit être basée sur les process et les métiers. Et souvent, nous, on a des clients, on a des discussions où on se dit « Ah bah, c'est l'IA qui décide ». Pas vraiment. L'orchestration, elle est faite par des humains et ensuite, on laisse l'IA faire ensuite, quoi. Oui, après, on a d'autres cas où on n'a pas besoin d'IA. Mais justement, si on utilise ce principe d'optimisation des processus, on a un processus qui est très chronophage et très lent, c'est l'affectation de nos géos dans les différents resorts, parce qu'on est dans un business saisonnal, et du coup, fin de l'été ou fin d'hiver, il faut redispatcher et affecter nos géos, qui sont déjà là, dans les différents resorts, dans 40 pays au monde. Donc, il y a environ entre 30 000 et 40 000 affectations par an. Et depuis 20 ans, c'est un travail qui est assez chronophage. On le fait avec Excel, on fait manuellement, plein d'équipes, plein de gens impliqués pour faire des bonnes affectations. Donc là, par exemple, ici, on n'a pas besoin d'IA générative, mais on peut l'utiliser plus tard pour aller encore plus loin, mais avec un modèle de machine learning qui est utilisé dans les applications de matching qui s'appelle Maria Stable. Ouais. Tu la connais. Ouais. Donc, avec cet algo et avec évidemment un gros boulot sur la structuration des données, qualité de données et aussi un travail sur l'éthique. Parce qu'ici, on est sur un cas, on va traiter des données sensibles, c'est-à-dire des données des collaborateurs. Donc, aujourd'hui, grâce à cet algorithme qui a pris presque 1 an à vraiment travailler les notions d'éthique, mais aussi co-construction, des POA et puis des pondérations, des critères d'affectation avec nos collègues RH. L'outil suggère des affectations et nos collègues RH, ils l'acceptent à l'auteur de 75%. OK. 75%. C'est très haut. Okay. Encore une fois, donc c'est avec une approche vraiment end-to-end où on regarde un process et on ne rentre pas par l'IA. C'est-à-dire qu'un agent agentique n'est pas la solution pour ce cas. Mais il y a d'autres solutions très élégantes qui peuvent aider en fait à avoir la même finalité ou le résultat. C'est là où la vision métier et process elle est hyper importante. Parce que si on rentre que par la lorgnette de moyens, en fait, on est un peu enfermé dedans. C'était même avant de commencer à déployer cette démarche de process design. Donc, on a vraiment fait des workshops avec les RH. On a fait 2 journées avec eux où on a vraiment fait en mode vie ma vie de recruteur. Donc, comment vous faites et donc vraiment comprendre leur process et les points de douleur.
Et donc, c'est réfléchir avec eux à la solution idéale pour pouvoir les aider. Ce qu'on met dans tous nos audits maintenant, on fait des interviews et des vies ma vie, parce qu'en Mm. fait, il n'y a rien de mieux pour comprendre le process métier. Bon, on a quand même parlé pas mal de choses. On a parlé de gouvernance, d'organisation, de cas d'usage réels. J'aimerais bien avoir votre point de vue, peut-être pour finir, sur la vision future. C'est quoi la vision de l'IAFR chez Club Med sur 2030? Encore une fois, tout ce qu'on va faire, ça va être aligné avec nos ambitions de croissance, d'être leader du marché dans l'hospitalité all-inclusive des resorts. Nos ambitions pour protéger notre marge, nos ambitions aussi vis-à-vis le développement de nos géos. Donc, tout ce qu'on va faire, ça va être toujours aligné avec ça. Et pour te donner la chronologie de l'histoire de notre transformation DataIA. Donc, moi, je suis arrivé en 2022 et cette année, j'ai consacré à mettre en place une base infrastructure très solide, okay? En temps réel, pour pouvoir capter des données en temps réel depuis presque 80% des systèmes, Okay. et avec des outils les plus adaptés. Donc, cette année-là, où ces 6 mois étaient consacrés à ça. Et ensuite, en 2023, avec l'arrivée de ChatGPT et le changement de posture, d'être pionnier et early adopter, donc cette année, on a pas mal passé dans l'exploration de cette technologie et c'est important d'investir. Et on commençait à faire des premières preuves, notamment avec des cas comme GM Copilot, qu'on n'avait pas lancé auprès des clients. On l'a testé avec nos collègues Travel Experience Designers qui sont en lien avec des clients. 2024 était l'année où on a vraiment structuré l'approche. C'est là on a fait un gros boulot avec Edith et ses équipes pour structurer une approche et commencer à délivrer en fait les premiers cas d'usage d'impact. Et du coup, je crois qu'on en a sorti 5-6 cas d'usage, y compris GM Copilot, GeoMatch, Gentil Writer, parmi d'autres. Et en 2025, on a consacré l'année pour scaler ces cas d'usage. Parce qu'il fallait maintenant tester à grande échelle. Grande échelle, ça veut dire quoi? Pour une boîte comme le Club Med, présent dans 40 pays, donc un enjeu international. International, ça veut dire que plusieurs langues, plusieurs BU, plusieurs pays, okay? Plusieurs marchés. Donc, on ne se contentait pas de lancer un produit dans un marché et si ça fonctionnait, on passait à autre chose. On s'est dit, il faut qu'on prenne ces produits qu'on a développés et maintenant, on l'adapte dans les langues différentes. On crée une adoption, soit pour les clients ou les collaborateurs. Donc, cette année-là, on a scalé ces cas d'usage sans démultiplier beaucoup de cas d'usage. Pourtant, avec notre approche sandbox, on a toujours des cas d'usage qui sont en cours de développement. Et 2026, ça va être l'année du process design. OK. De process design, c'est-à-dire que maintenant, on va commencer à connecter les différents cas d'usage dans un processus end-to-end pour mieux comprendre aussi tout ce qu'on a fait depuis quelques années pour impacter le PNL. Mais PNL, ce n'est pas que du cash. Mais il faut aussi arriver en fait à articuler les bénéfices soft ou hard d'IA générative et l'agentique dans un PNL. Et ça, on peut uniquement faire justement si on a une approche qui est beaucoup plus holistique. Mais maintenant, le challenge, c'est aussi de former des gens, upskiller des gens, sans perdre non plus la vitesse ou l'accélération de delivery. Bien sûr. C'est un casse-tête aussi. Ouais. Voilà. Donc ça, je trouve c'est passionnant. Bien sûr. Cette problématique multidimensionnelle. Bottom-up, top-down, acculturation, formation, delivery, technologie, avec évidemment un leadership très fort. Parce que AI First, c'est d'abord une posture de leadership. C'est ça. La vision
qui va avoir l'impact sur la culture. Exactement. Donc, dans une posture de leadership, parce que il faut être dans une posture de leadership de projection. Tu vois, pour les raisons que je t'ai données, en fait, le truc, ça évolue tellement vite, donc tu ne peux pas réfléchir sur le présent. Il faut que tu réfléchis bien avant. 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. OK? Et ensuite, il y a un enjeu d'une posture coach. C'est-à-dire qu'il faut arriver aussi à embarquer et coacher tes équipes autour de toi. OK? Et finalement, il faut aussi arriver à créer un enthousiasme. Parce que ces sujets, parfois, ça peut faire peur. Ouais. C'est pas si fun, hein, tu vois. Les gens qui sont pas dedans, c'est une disruption qui est pas sympa. Il faut les entraîner. Il faut les entraîner. Donc il faut arriver à créer un enthousiasme, arriver à coacher et toujours regarder loin. Voilà. Il faut leur montrer comment ça peut les aider et comment eux aussi, ils peuvent monter en compétence avec l'arrivée de l'IA et comment ils peuvent ne pas subir justement cette révolution. Oui. Et nous, dans notre métier, on est dans l'hospitalité, donc l'humain est vraiment au centre de notre métier. On est là pour mettre l'IA au service de nos collaborateurs, au service de nos clients, pour les aider à se concentrer justement sur ce core business qui est l'humain et pour enlever toutes ces tâches chronophages et toutes ces tâches à faible valeur ajoutée. Mais faible valeur, ça ne veut pas dire que ces tâches ne sont pas importantes. C'est Notre ça. patron opérationnel C'est pas facile ça à comprendre ça. C'est Exactement. un bon point. Ouais. Et du coup, les talking points, l'histoire en fait qu'on raconte, c'est extrêmement important. Il faut faire beaucoup d'attention. C'est là aussi on travaille en équipe pour bien choisir les mots. Quand on dit faible valeur ajoutée, ça ne va pas dire que ces tâches ne sont pas importantes. Elles sont extrêmement importantes, même vitales pour l'entreprise. C'est plutôt faible valeur ajoutée pour l'humain. C'est important pour le process, mais on peut peut-être les capitaliser. Moi, j'aimais bien comment notre patron opérationnel a exprimé à ses équipes. Il a dit, la tâche est très importante, mais la machine peut faire mieux que l'humain. C'est ça, ouais. Ça, je trouve vachement intéressant comme storytelling. Storytelling, c'est très important. Il faut qu'on le fasse, mais la machine peut faire mieux que nous. En revanche, nous, on peut faire plein de choses meilleures que la machine. Et la machine, par contre, elle ne pourra jamais remplacer nos géos en village. Elle ne pourra jamais délivrer justement cette émotion qu'on délivre aujourd'hui dans l'expérience. Mais c'est vrai que c'est tout un mindset à changer parce qu'il faut réussir à faire comprendre aux gens qu'il y a des tâches importantes qui sont mieux faites par les machines, mais en même temps qu'il y a des tâches qui seront jamais mieux faites par les machines. Et c'est cette division, je trouve, de tâches pour les humains et pour les IA qui est pas facile. Et justement, comme vous l'avez dit, faut pas imposer, surtout pas. Faut guider, faut inspirer. Mais une fois qu'on crée cette culture où les gens sont capables de comprendre, en fait, c'est vrai que moi, humain, je vais générer plus de valeur à l'échelle du groupe là-dessus que là-dessus. En fait, ça peut être enthousiaste pour tout le monde. Absolument. On arrive à la fin de ce podcast. Déjà ouais. Bah écoutez, moi, on repart pour 3 heures. Hein. Oui. On reviendra pour la stratégie 2026 quand les process ingénieurs seront en place. Merci beaucoup pour votre temps et votre inspiration. C'était super intéressant de parler avec vous. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Thomas. Avec plaisir. À la prochaine. À bientôt.